Imaginez la scène. Très tôt le matin, les villageois marchent vers le ruisseau et soudain, ils s'arrêtent. Ils se frottent les yeux. Ils regardent encore. Ils pensent qu'ils rêvent. Parce qu'au bord de l'eau, genoux dans la rivière, vêtements trempés, Kiro. L'homme autrefois craint par tout le village. Le même Kiro que personne n'osait regarder dans les yeux. Et là, en train de laver des sous-vêtements roses. Parfois, il jette un coup d'œil derrière lui. Parce que juste à côté, assise sur une pierre, un bâton dans la main, Nadja, sa femme. Elle le surveille sans bouger, comme un gardien de prison. C'est vraiment le grand Kiro, le même Kiro qui frappait tout le monde. Je refuse de croire ça. Et les femmes, oh les femmes, elles ne ratent rien. Le lion du village, devenu chat domestique. Dieu est grand. Et toute la question devient, comment un tyran pareil a pu finir comme ça? Eh bien, pour comprendre comment le grand Kiro est devenu l'homme le plus domestiqué de la région, il faut revenir au début, très loin en arrière. Kiro n'a pas toujours été un serviteur. Dans le passé, il était un homme fier, musclé, bruyant, sûr de lui. À 25 ans, il épouse Sira. Une belle femme, calme, douce, une perle rare. Et ce jour-là, tout le village parle d'eux. Quel magnifique couple! Oui! Mais Kiro rugit trop fort. Même son bonjour fait peur. Mais Sira avait quelque chose de spécial. C'était une couturière magique. Elle transformait des pagnes ordinaires en vêtements magnifiques. Son rêve, ouvrir son propre atelier de couture, avoir une boutique pleine de tissus colorés, former des jeunes filles, devenir quelqu'un. Un rêve que Kiro ne comprend pas. Parce que Kiro, lui, ne comprend qu'une chose, dominer. Le masque tombe vite. Un soir, Sira prépare un repas parfait. Mais pour Kiro, rien n'est parfait. Sira, le foufou est froid, je mange quoi là? Ah pardon, j'arrive, je vais le réchauffer. Il goûte encore. Maintenant c'est trop chaud. Tu veux cuire ma langue ou quoi? Et cette nuit-là, pour la première fois, il lève la main. Et personne n'intervient. Ni ses parents, ni les voisins, ni les anciens. Sira continue de coudre, de sourire au marché, mais elle se vide de l'intérieur. Sa lumière s'éteint doucement. Un matin, elle ne se réveille plus. Son cœur a lâché avant son corps. Le guérisseur du village dit seulement « son esprit était fatigué ». Kiro pleure comme un acteur de Nollywood. De grosses larmes, des cris, des prières. Les villageois compatissent. Mais 3 mois plus tard, le même Kiro cherche déjà une nouvelle femme. Une femme plus obéissante, plus tranquille, plus naïve. Il se rend dans un village voisin et c'est là qu'il voit Nadja. Une jeune femme calme, le regard au sol, timide, l'image même de la douceur. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Oui, je crois que je viens de la trouver. Ils discutèrent un long moment, calmement, sans voir le temps passer. Puis Kiro se leva et alla voir son père. Le père de Nadja le rassure. « Ma fille ne parle presque pas. Elle obéit toujours. Elle fera tout pour son mari. » Kiro sourit. Il croit avoir trouvé un cadeau du ciel. Quand Nadja arrive chez lui, tout est impeccable. Elle cuisine avant le lever du soleil, nettoie même les endroits que personne ne voit, se baisse quand il parle, tremble quand il crie, et semble incapable de lui tenir tête. Kiro se pavane au marché. Les hommes, écoutez-moi bien. La clé, c'est d'établir l'autorité dès le début. Ma femme ne respire même pas sans ma permission. Les hommes rient, jaloux. Les femmes lèvent les yeux au ciel. Ce que Kiro ignore, c'est qu'une femme silencieuse n'est pas toujours une femme soumise. Parce que Nadja n'est pas naïve, n'est pas fragile, n'est pas ignorante. Avant d'accepter ce mariage, elle est venue secrètement dans le village. Elle a parlé aux femmes du marché. Elle a tout appris sur Kiro. Chaque cri, chaque coup, chaque scène vécue par Sira. Elle a même visité la tombe. Elle a posé sa main sur la terre fraîche. Sira, ce qu'il t'a fait ne restera pas impuni. Et le soir, quand Kiro dormait, Nadja soulevait les sacs de charbon, s'entraînait avec des jarres lourdes, faisait des gestes d'autodéfense appris de son oncle. Elle attendait le moment où Kiro baisserait sa garde. Un matin, Kiro se réveille. Aucune odeur de nourriture. Silence total. Il entre dans la cuisine. Rien. Les marmites sont froides. Il explose. Non! Nadja! Où est mon petit déjeuner? Tu veux mourir? Elle est dans la chambre, allongée, lisant tranquillement. Elle tourne la page. Elle lève les yeux. Elle sourit. « Oh, tu es réveillée? Si tu as faim, la cuisine est juste là. Tu as 2 mains. » Kiro devient rouge. Tu oses me parler comme ça? Il lève la main. Et là, Nadja bouge comme l'éclair. Elle attrape son bras, le tord.
tête collée à la terre, sa fierté écrasée comme un insecte. Kiro hurle. « Lâche-moi, sorcière !» Elle murmure, calme. « Non, Kiro, pas sorcière, seulement le résultat de toutes tes erreurs. » Puis elle lui souffle à l'oreille. « Je sais ce que tu as fait à Syrah, et je ne suis pas Syrah. » Silence total. À partir de ce jour, Kiro cuisine, Kiro balaie, Kiro lave, Kiro obéit. Et Nadja, elle se contente de le superviser comme un chef d'entreprise. Le village explose de rire. Une vieille dit « Le lion est devenu chat de maison ». Un ivrogne au marché crie « Kiro, tu as rejoint l'équipe nationale des laveurs de casseroles ?» Un enfant dit « Maman, pourquoi l'oncle Kiro court quand sa femme l'appelle ?» Les hommes le regardent avec pitié. Les femmes, elles, marchent avec fierté. Kiro devient une attraction touristique, un avertissement vivant. Un soir, Nadja retourne près de la tombe de Syrah. Elle pose un pagne cousu de ses mains. « Repose en paix, Syrah. Je t'ai vengé. Et personne ne fera plus jamais pleurer une femme ici. » Son regard est ferme, juste. Les mois passent, puis les années. Kiro ne parle presque plus. Il baisse la tête quand on interpelle. Ses épaules sont moins larges, son ton plus doux. Au début, il obéissait par peur. Mais un jour, sans qu'on lui demande, il se lève avant Nadja pour préparer le petit déjeuner. Petit geste, mais première prise de conscience. Après ça, il commence à aider les gens du village. Porter un seau, relever un vieux monsieur, réparer une porte. Discret, sans chercher de regard, juste pour ne plus être l'homme qu'il a été. Quand Nadja ouvre sa boutique de couture, le rêve que Syrah n'a jamais pu atteindre, Kiro est là. Il installe la devanture, balaie, porte les pagnes, pas par obligation, par respect. Un soir, après avoir rangé les tissus, Kiro murmure « Nadja, chaque jour, je pense à ce que j'ai fait, à ce que j'ai détruit. Je suis désolé, vraiment désolé. Pour toi. Et pour Syrah. Alors montre-moi que tu peux être meilleur. Pas par honte, mais par amour. » Et leur relation recommence. Pas parfaite, mais vraie, basée sur le respect. Quand les enfants lui demandent « Tonton Kiro, pourquoi tu aides tout le monde maintenant ?» Il sourit, un sourire simple, honnête. Parce que faire du mal, c'est facile. Mais réparer, ça demande du courage. Le pouvoir ne fait pas l'homme, les actes, si. Au final, Kiro a compris quelque chose que beaucoup mettent une vie entière à apprendre. La vraie force, ce n'est pas de faire trembler les autres. La vraie force, c'est d'avoir le courage de changer quand on réalise qu'on a blessé, de réparer ce qu'on a brisé, de devenir meilleur que celui qu'on a été. Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire ce que vous en retenez et abonnez-vous pour ne manquer aucun prochain conte.